Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, intégration régionale et transition énergétique. D'abord, au sujet de l'intégration régionale du Maroc en Afrique, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, vient de publier un avis qui comporte un bilan de la stratégie actuelle d'intégration ainsi qu'une série de recommandations pour une meilleure intégration régionale. Avis que nous détaillerons en compagnie du secrétaire général du CESE, Younes Benaki. Ce sera en première partie de Question Éco. Ensuite, il sera question de l'avenir de la consommation d'énergie dans le monde et bien naturellement au Maroc. Alors que nous traversons la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, quel impact sur le processus de transition énergétique? Élément de réponse tout à l'heure en compagnie d'un grand expert en matière d'énergie, le professeur Francis Perrin depuis Paris. Bienvenue à tous. Et dans le papier que vous allez suivre, Ala Benani revient sur les principales conclusions, mais aussi recommandations du Conseil économique, social et environnemental au sujet de l'intégration régionale du Maroc en Afrique. Au Conseil économique, social et environnemental, il y a unanimité sur la question. Une stratégie intégrée et formalisée dédiée à l'intégration du Maroc en Afrique devrait sans plus attendre se concrétiser. Et pour cause, le niveau des échanges commerciaux du Maroc avec les pays d'Afrique ne dépasse pas 4%. Un chiffre qui ne reflète pas le véritable potentiel existant en matière de coopération économique. C'est pourquoi le CESE propose une nouvelle approche s'articulant autour de 4 axes majeurs. Le premier axe vise à ériger l'intégration régionale du Maroc en Afrique en priorité. Le deuxième axe vise à renforcer les instruments d'intégration en plan régional et continental et apporter plus de cohérence et de complémentarité entre les différents partenariats. Pour ce qui est du troisième axe, il a pour objectif d'opérationnaliser et renforcer les instruments de coopération au plan bilatéral. Enfin, le quatrième axe propose des actions transversales qui ont trait à la mise en place d'instruments d'accompagnement adaptés en vue d'une meilleure intégration régionale du Maroc en Afrique. Rappelons qu'entre 2013 et 2017, quelques 37 milliards de dirhams ont été investis par le Royaume en Afrique. Le Maroc est aujourd'hui le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, où il contribue à 64,7% du total des IDE, les investissements directs à l'étranger. Et avec nous depuis Rabat, le secrétaire général du CESE. Bonsoir Younes Benaki. Bonsoir. Tout d'abord, et avant justement de passer en revue, n'est-ce pas, les détails de ces 4 axes, je vous propose de revenir sur d'abord la stratégie actuelle de l'intégration régionale du Maroc en Afrique. Quel bilan en faites-vous au sein du CESE? Merci beaucoup. Permettez-moi de prime abord de souligner que le Conseil économique, social et environnemental a organisé, comme à l'accoutumée, un atelier de restitution du contenu du rapport, en présence de l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué activement à son élaboration. C'est une pratique qui est ancrée au sein de notre Conseil, qui, chacun sait, est une institution constitutionnelle et consultative qui émet des avis et des recommandations adressées à ses partenaires institutionnels, à savoir le gouvernement et le Parlement. Et cette démarche s'inscrit dans le cadre de la méthodologie de travail de l'institution, qui est basée sur l'écoute, le débat, la concertation et la co-construction, avec bien sûr l'implication des différents acteurs concernés. Ça, c'était au plan de la méthode et c'est très important de le souligner. Madame, par rapport à votre question, et au-delà d'un bilan circonstancié qu'on serait enclin à réaliser, il me sera permis, sur la base du contenu du rapport, de mettre en exergue la trame conceptuelle et les aspects factuels qui ont guidé la réflexion de nos membres et qui ont amené les axes de recommandation figurant dans le rapport. Madame, premièrement, et tout d'abord, une vision royale pour l'Afrique dans le sens d'un partenariat fécond et mutuellement avantageux pour le Maroc et ses partenaires. Et le rapport et ceux qui se sont chargés de l'élaborer ont trouvé dans les différents discours et messages royaux la vision, les orientations et les contours d'une feuille de route globale pour réussir l'intégration africaine dans plusieurs domaines, notamment les domaines socio-économiques et environnementaux. Et je me permets de rappeler, et c'est mémorable en effet, que le souverain avait porté un plaidoyer pour l'Afrique,
dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, en appelant de ses vœux un développement durable au profit des citoyens africains, et également le discours historique de notre souverain à Addis Abeba, 31 janvier 2017, devant le 28e sommet de l'Union africaine. Au total, madame, une vision éclairée, clairvoyante et volontariste de Sa Majesté le Roi, qui est couplée à un mode d'action qui est basé sur le co-développement pour, comme je le précisais, un partenariat mutuellement avantageux en termes de développement économique, de consolidation de la solidarité, de partage de savoir-faire et d'amélioration, in fine, du bien-être des populations. Donc, je disais une vision royale. Ensuite, c'est une politique de coopération volontariste avec les pays africains. Et plusieurs initiatives et grands projets ont été mis en place dans ce sens, avec la mobilisation, comme vous l'avez précisé, d'un volume d'investissement conséquent. Pour donner une illustration, et je reviens là-dessus, sur la période 2013-2017, 37 milliards d'investissements directs du Royaume ont été adressés à ses partenaires africains, et entre autres secteurs, ils ont concerné particulièrement les télécoms, l'immobilier, le BTP et le secteur financier. Donc en gros, je me permets de vous interrompre, Younes Benaki. En gros, tout ce que vous venez de citer est très positif, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'intégration régionale du Maroc en Afrique? Tout à fait. Ce sont des réalisations, initiatives qui sont notables et tangibles. Et je vais en citer d'autres, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité. Premièrement, en plus des projets d'investissement que je viens d'évoquer, il y a une priorité qui a été accordée au développement des stratégies régionales dans le domaine de l'environnement, avec comme objectif d'améliorer la résilience africaine face au changement climatique. Je me permettrai de citer le Fonds bleu du bassin du Congo, la ceinture bleue, l'initiative AAA et j'en passe. Et l'on peut également citer, il y en a d'autres, l'octroi de bourses au profit des étudiants africains dans le cadre d'une coopération active dans le domaine de la formation, la jeunesse africaine étant un levier majeur de transformation d'un continent qui est jeune. Madame, il est aisé de constater factuellement que des efforts constants et louables ont été développés et des résultats positifs ont été enregistrés. Maintenant, au vu des défis auxquels est confronté notre continent, qu'il doit relever, et au regard de ses potentialités, je pourrais citer la jeunesse de sa population, son potentiel de croissance. Nous avons une croissance de 5% en moyenne. Ses besoins de développement en matière d'énergie, d'infrastructures, de transport, au regard de toutes les ressources mobilisables, le CESE considère qu'il est important pour notre pays de franchir un nouveau palier de développement économique en faisant de l'intégration un levier de développement durable, bénéfique pour notre pays et ses partenaires africains et au bénéfice des populations africaines. Très bien. Il va bien sûr. Si vous le permettez, parce que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour passer en revue justement toutes ces réalisations. Passons à présent, si vous le permettez, Younes Benaki, secrétaire général du CESE, de s'attaquer à ces 4 axes de recommandations, n'est-ce pas, parus dans cet avis du CESE. Et je voudrais commencer par le 3e axe en premier, celui du bilan régulier de l'impact de chaque accord qui a été signé entre le Maroc et ses partenaires africains, et justement d'évaluer cette initiative marocaine envers les 33 pays africains les moins avancés à la PMA. Si vous me permettez, avant d'entrer dans le vif... Mais brièvement, parce qu'on a très peu de temps. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Merci. Je voulais juste dire que, nous pouvons mettre en avant des réalisations positives et des efforts constants, mais il va sans dire que le processus d'intégration est un processus très complexe. Et c'est un processus de longue haleine. Il requiert une convergence des volontés au niveau continental et un effort soutenu, un travail de fond est déployé par la diplomatie marocaine à cet égard. Alors, s'agissant du 3e axe, qui concerne la coopération bilatérale comme axe de recommandation fondamentale. À ce titre, le Conseil appelle à opérationnaliser, à mettre en œuvre et à renforcer ces instruments de coopération en faisant l'évaluation de l'initiative marocaine envers les 33 pays africains les moins avancés. Et ce sont des actions qui sont importantes, qui vont nous permettre de mettre en avant quelles sont les convergences à mettre en exergue et de rendre d'autant plus percutante et plus efficace l'intervention
disons, dans ce sens-là. Ça, c'était le troisième axe. Si vous me permettez de revenir au premier, justement, cette stratégie dédiée à l'intégration du Maroc en Afrique en concertation entre les secteurs publics et privés. Comment, justement, créer cette synergie entre public et privé, Younes Benaki? Tout à fait. Donc, ça c'est le premier axe qui met en avant cette recommandation fondamentale. C'est le développement d'une stratégie dédiée à l'intégration du Maroc en Afrique en concertation poussée entre les secteurs publics et privés, en mettant en place des mécanismes de concertation régulières qui sont appelés, bien sûr, à rendre cette concertation d'abord périodique, d'abord ponctuée par des organisations de forums, de rencontres qui vont permettre, bien sûr, de faire converger les efforts des opérateurs privés qui, dans l'introduction, si j'ose dire, dans les marchés africains, doit être accompagnés et facilités, et bien sûr les représentants du gouvernement marocain. Voilà. Très bien. Et le deuxième axe est relatif, lui, à la ZLECAf, ou la zone de libre-échange continentale africaine, où justement il reste un défi majeur, n'est-ce pas, celui des barrières non tarifaires en l'occurrence. Comment, selon vous, ou en tout cas selon le Conseil économique, social et environnemental, peut-on accélérer ce processus? Déjà, c'est très important, dans le sens de renforcer ces instruments d'intégration au niveau régional et continental, il est important de parachever le processus de ratification de cet accord, l'accord relatif à la ZLECAf, qui va me permettre de profiter de toutes les facilités qui sont permises par une zone de libre-échange et partant, disons, de lever ces barrières tarifaires. Et puis, parallèlement à cela, de développer des coopérations avec les communautés économiques régionales, qui sont des entités qui sont fondamentales pour l'intégration africaine, et de créer des chaînes de valeur régionales à forte valeur ajoutée et à fort impact social sur les populations. Très bien. Dernier axe et dernière question, celle relative bien sûr à un élément central, celui du financement. Et au sein du CESE, vous proposez un fonds d'investissement public destiné à l'Afrique. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Donc ça, ce sont les outils. Nous avons évoqué la stratégie donc, qui découle de la vision et du mode d'action qui est prôné par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Maintenant, il s'agit, en plus de la coopération bilatérale dont il faut évaluer l'impact, et de l'intégration régionale et continentale qu'il y a lieu d'appuyer, des outils et des mécanismes qui vont bien sûr porter sur des actions à caractère transversal pour une meilleure intégration régionale en Afrique et pour avoir des retombées. Donc vous avez cité la création du fonds. Donc, ça serait un fonds d'investissement public qui va être destiné à l'Afrique et qui va permettre de porter des projets et d'accompagner des projets de développement. Et je citerai une autre proposition qui va dans le même sens, c'est l'institution d'un centre d'accompagnement à l'internationalisation des entreprises marocaines, en particulier les PME. Donc, ce sont des actions à caractère transverse qui sont de nature à accompagner, comme je disais, une introduction facilitée et efficace des opérateurs économiques marocains au sein de l'Afrique. Avec, bien sûr, avec nos partenaires africains. Pour une meilleure intégration régionale du Maroc en Afrique. En tout cas, merci beaucoup, Younes Benaki, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et avant d'établir le contact avec le professeur Perrin, je vous laisse avec ce papier qui revient sur l'urgence de la transition énergétique face au changement climatique, décarboner l'économie pour sortir relativement de l'ère du pétrole. En tout cas, les énergies renouvelables seront-elles le moteur post-Covid-19 ? C'est un papier signé Ala Bennani. Il a fait l'histoire du XXe siècle. Aujourd'hui, le pétrole connaît une crise majeure. Sa demande est en chute libre depuis le début de la pandémie. Ses prix se sont effondrés en avril 2020 à 17 € le baril, leur plus bas niveau depuis juin 1999. Avec la prise de conscience mondiale des changements climatiques, les stocks des énergies renouvelables ont augmenté de 45% cette année. Dans le plan de relance de l'Union européenne, 20% des 750 milliards d'euros iront aux mesures climatiques. Aux États-Unis, Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection,
l'élection présidentielle, promet 2000 milliards de dollars pour décarboner l'économie américaine. Le Maroc a de son côté porté à 42% la part des énergies propres dans le mix électrique d'ici à 2021, une part qui devra s'élever à 52% d'ici 2030. D'après les analystes, le Maroc peut passer d'une dépendance énergétique de près de 88% aujourd'hui à 35% en 2040 et à moins de 17% en 2050. Dans cet objectif, la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et l'Union européenne prévoient d'octroyer 253 millions d'euros au Maroc dédiés aux énergies vertes. Et avec nous depuis Paris en France, le professeur Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et également Senior Fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir, professeur Perrin. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation sur Média. Merci à vous de l'accepter. Alors, pendant la pandémie, professeur Perrin, la consommation mondiale en énergie a baissé, bien sûr, à cause du ralentissement industriel et donc économique. Quel impact, selon vous, sur ce processus de transition énergétique dans le monde, en sachant que les prix des matières premières, on vient de le suivre dans le papier, et principalement bien sûr le pétrole, ont dégringolé? Vous avez raison de le rappeler, en 2020, la consommation mondiale d'énergie va baisser. C'est le cas pour le pétrole, c'est le cas pour le gaz naturel, c'est le cas pour le charbon, et c'est le cas pour l'électricité, même si l'année n'est pas encore tout à fait finie, mais nous sommes maintenant en octobre, donc nous avons une bonne idée de ce que sera l'année 2020 dans son ensemble. Du côté des énergies renouvelables, ces énergies en 2020 résistent assez bien. Je ne peux pas dire par là qu'elles ne sont pas touchées par la crise économique liée au Covid-19, ce serait impossible, mais elles tiennent assez bien leur rang, ce qui fait que leur part de marché sur le marché de l'énergie augmente, ce qui est un point tout à fait positif. Cela dit, c'est quand même un contexte très difficile. Les politiques de confinement, même si elles étaient nécessaires pour des raisons de santé publique, ont fait pas mal de dégâts sur le plan économique. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en termes d'équipement, notamment en provenance de la Chine ou de l'Union européenne, pour un pays comme le Maroc par exemple. La baisse des prix du pétrole, l'effondrement des prix du pétrole qui a été évoqué dans le sujet précédent, rend le pétrole et les énergies fossiles encore plus compétitifs, ce qui est un danger aussi pour leurs concurrents. Exactement. Il y a pas mal de suppression d'emplois et les États sont sous pression budgétaire, ce qui fait qu'il y a un risque qu'ils réduisent ou suppriment des subventions pour la transition énergétique ou pour les énergies renouvelables. Et n'oublions pas que dans le secteur des énergies renouvelables, il y a beaucoup de PME, de petites et moyennes entreprises, qui parfois sont frappées de plein fouet par la crise économique majeure, vous l'avez rappelé, la plus grave au niveau mondial depuis la Seconde Guerre mondiale. Justement, vous avez parlé de pression budgétaire que pour les États, mais aussi pour le secteur privé, vous avez bien fait de le rappeler. Si on prend par exemple le cas du Maroc, avec bien sûr les difficultés financières entraînées par la crise Covid-19, comment selon vous pallier transition énergétique et relance économique? Nous sommes face à une nécessité absolue de relance économique forte, compte tenu de cette crise économique sans précédent depuis environ 70 ans. On sait très bien que pour que cette relance économique soit effective, les États devront jouer un rôle particulièrement important. Alors, parmi les secteurs qui seront favorisés dans cette relance, il y aura évidemment la santé, puisqu'au départ, nous partons d'une crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Donc la santé sera forcément un secteur prioritaire, sinon ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui se passe en 2020. Le numérique, évidemment, pour des raisons claires, ce sont des industries essentielles pour le monde entier. L'énergie, il ne faut pas oublier, c'est l'une des bases de toute l'économie mondiale, ça fait partie de nos fondamentaux. Et là-dedans, effectivement, tout ce qui est lié à la transition énergétique, qui doit être l'un des points forts de cette relance énergétique. Vous avez cité tout à l'heure le cas de l'Union européenne, avec le plan de relance, avec les fameux 750 milliards d'euros. Vous avez également cité le programme électoral du candidat démocrate Joe Biden, qui met beaucoup l'accent sur la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, les énergies renouvelables, mais encore faut-il qu'il soit élu, premier point, et deuxièmement qu'il applique son programme. Absolument. Et si je prends le cas de la France, le plan de relance porte donc sur 100 milliards d'euros. Et sur ces 100 milliards d'euros de dépenses, il y en a à peu près un tiers qui, directement ou indirectement,
concerne la transition énergétique, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Le Maroc a de très bonnes bases, puisque dans le domaine de la transition énergétique, ce pays a une stratégie qui a été mise en place, non pas il y a 6 mois, 1 an ou 5 ans, mais au moins depuis 2009, et cette stratégie a été développée depuis donc environ une dizaine d'années. Il y a eu des évolutions législatives, il y a la construction d'un tissu industriel dans ce domaine-là, il y a des politiques d'incitation, il y a un travail de formation, d'innovation, de recherche-développement, il y a des partenariats publics-privés. Donc les bases sont là au Maroc depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais évidemment ce qui est le plus difficile, c'est pour l'État marocain, dans un contexte extrêmement délicat qui est celui de 2020, de garder le cap sur cette stratégie qui est fondamentalement bonne dans ses objectifs et dans sa conception, et de dégager les moyens financiers et budgétaires requis, ce qui n'est pas simple ni au Maroc, ni pour d'autres pays africains, ni pour d'autres pays en développement, et même parfois, même pas pour des pays développés. Et justement, parce que ce retour de l'État-providence que vous avez cité tout à l'heure fait que l'interventionnisme de l'État pour sauver l'économie, pour relancer l'activité est donc important. Qu'en est-il du rôle de l'État dans la décarbonisation de l'industrie? Alors bientôt, une condition pour accéder au marché, notamment européen, pour les produits à haute valeur ajoutée. Je noterai pour le Maroc l'auto et l'aéro. Pourtant, professeur Perrin, l'Europe est le premier importateur de pétrole au monde. L'Union européenne importe encore énormément de pétrole, et c'est logique parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, aucun pays, aucun bloc régional ne peut se passer de pétrole. Absolument. Si vous regardez tous les pays du monde, il y a une seule énergie que tous ces pays consomment sans exception, c'est le pétrole. Pour les transports routiers, pour les transports aériens, pour les transports maritimes et pour la pétrochimie qui permet de produire les matières plastiques indispensables à une économie moderne. Donc le monde ne peut pas aujourd'hui se passer massivement et rapidement de pétrole. Cela viendra, c'est un processus, cette fameuse transition énergétique, mais elle demandera quelques dizaines d'années au niveau mondial. Alors pour cela, évidemment, il ne faut pas attendre, il faut la commencer dès maintenant, elle a déjà commencé heureusement. Il y a le rôle de l'État par des investissements publics, il y a évidemment le rôle de l'État par des incitations aux entreprises, il y a le rôle de l'État par des incitations aux consommateurs et aux investisseurs. Il y a le soutien aux PME, aux petites et moyennes entreprises, souvent très importantes et très innovatrices dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine des énergies renouvelables. Donc l'État dispose, en termes de politique économique, de politique budgétaire, de politique monétaire, évidemment également le rôle de la Banque centrale et des investisseurs financiers pour favoriser les investissements dans les énergies renouvelables et financer ces investissements, mais l'État dispose de différents moyens en termes de politique économique, budgétaire, monétaire, fiscale, incitations économiques diverses. Il faut que tous ces outils de la politique économique des États soient mis en partie, pas uniquement, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais en partie au service de cette fameuse transition énergétique dans laquelle le monde est engagé depuis plusieurs années, mais nous n'allons pas assez vite et nous n'allons pas assez fort. Il faut encore, comme on dit dans le domaine du Tour de France cycliste, il faut changer de braquet, il faut accélérer les tendances. Et pour accélérer les tendances, pour terminer, professeur Francis Perrin, il y a ces partenariats publics-privés. Bien sûr, il y a le rôle de l'État, il y a aussi le rôle du privé, mais il y a ce rôle des deux en même temps. Comment, selon vous, quel est l'avenir de ces PPP, comme on les appelle en abréviation, dans les énergies renouvelables, en l'occurrence, en Afrique et au Maroc? Je pense que l'avenir des partenariats publics-privés, PPP, est un avenir qui est tout à fait brillant, qui est tout à fait important. C'est un bon compromis entre les intérêts des États et les intérêts des entreprises. Et puis de toute façon, nous savons que les États n'ont pas, notamment, mais pas uniquement dans des pays en développement, notamment en Afrique, n'ont pas les moyens financiers et budgétaires de tout faire pour financer des investissements considérables contre le changement climatique, pour la transition énergétique, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. Nous sommes face à des défis financiers énormes. L'AIE, qui est donc l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris et qui regroupe les pays de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, avait estimé il y a quelques années, vers 2016, qu'il faudrait au niveau mondial à peu près 67 000 milliards de dollars d'investissement dans le secteur de l'énergie.
je répète le chiffre, 67 000 milliards, pas 67 milliards. Et donc évidemment, ce ne sont pas que les États qui pourront financer des sommes pareilles, d'autant plus qu'avec la pandémie de Covid-19, les finances et les budgets de ces États sont mis fortement à contribution pour sauver les systèmes de santé, pour sauver les systèmes de sécurité sociale, pour relancer l'économie. Donc plus que jamais, nous avons besoin au Maroc, en Afrique, mais aussi dans l'ensemble du monde, de partenariats publics-privés, donc ces fameux PPP, pour accélérer le rythme de cette nécessaire, indispensable transition énergétique. Merci beaucoup, professeur Francis Perrin. Vous étiez avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, mais également senior fellow au Policy Center for the New South. Merci beaucoup, professeur Perrin. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Bien sûr, vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho sur les réseaux sociaux. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure pour de nouvelles questions et répondre à vos interrogations. D'ici là, prenez bien soin de vous.